Quand on parle du Grand Nord, ça fait toujours rêver. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on y est vraiment? Eh bien, la première sensation, c'est ça. Un immense silence. Le vide. Et en même temps, cette étrange impression d'être comme entouré, protégé. Et c'est peut-être cela, l'appel du Grand Nord. Se sentir infiniment bien sur des terres gelées, une sorte de paradis insoupçonné. Quand on pense paradis, on pense pas au nord en général. C'est très bien qu'ils ne pensent pas au nord. Ici, la vie est une aventure permanente. Pas question de se laisser aller. Quand il fait trop doux, les gens deviennent paresseux. Le froid vous oblige à être plus fort. On va tous prendre un bain glacé. Et dans le Grand Nord, le froid, ce n'est pas qu'un obstacle. C'est un formidable moyen pour s'amuser. Traîne un petit peu. On a l'impression d'être en ski. Il y a des gens un peu fous quand même dans cette région. Et on survit combien de temps dans l'eau glacée là? 10 minutes. Ah non! Dans le pays de la ruée vers l'or, l'ambiance Far West est toujours là. Et au saloon, c'est whisky à l'orteil coupé. Ah, c'est dégoûtant. Alors dans ces immensités blanches, dans ces paysages à perte de vue, il y a un engin culte, l'engin préféré des trappeurs, des arpenteurs, des prospecteurs, des hommes du Grand Nord. C'est le motoneige. Et là, je vous présente Bob, qui est une sorte d'ouvreur de pistes. Oui, c'est mon travail en hiver. J'ouvre les pistes un peu partout. Beaucoup de voyages, de découvertes. D'ailleurs, on dit le motoneige ou la motoneige? La motoneige. La motoneige. C'est vraiment l'engin du Nord. Tout le monde a ça. On a 6 mois de neige, alors il faut bien se déplacer. Ça y est, cette fois c'est parti. Mon voyage au Canada commence sur un immense lac gelé. Ça passe partout, absolument partout, ces engins. Ça a l'air de passer partout, mais il y a des places parfois où on est pris, alors il faut être capable de s'en sortir. Ah oui? Oui, Vous voulez dire que ça peut être dangereux? il y a des dangers de tomber à l'eau sur les rivières, sur le lac. Parce que la glace casse ou... La glace se casse, oui, il faut y faire attention. Donc grosse liberté, mais faut être prudent, faut pas se laisser aller. La liberté a un prix. En fait, le lac gelé n'était qu'une petite mise en bouche. Bob doit aujourd'hui ouvrir une piste, et c'est pas de tourpeau. Ça passe là? Vous auriez pas pu contourner ce buisson? Peut-être que j'aurais pu aller plus de ce côté-là, oui. Mais on est ici maintenant. Voilà, bon, ok. Tu tires. Ok, tire encore. Oh la vache! Voilà, la machine est sortie. Vous dites ça en rigolant, donc ça va, non? Hein? Ça va, oui. La machine à l'envers, c'est pas On a grave. de l'aventure. On a l'aventure. On va la remettre en place. 1, 2, 3, hop. Ah, Attention! ça va tomber sur nous. Mais fais attention! Tu la tiens, là? Oui. Ok. Ah, rien. Voilà. Je vais aller vérifier le pont de neige pour savoir si on peut y passer. Et à ton avis, ça passe là? Oui, je pense que oui.
Je sais pas ce que vous fabriquez, mais on sent le métier. Oui, si je fais comme ça ne va pas à travers. Il y a assez de glace pour nous supporter. Si ça supporte la frappe, Ça supporte la frappe, oui, ça nous supporte. Là, je suis à peu près sûr que tout ça ici, c'est bon de la façon dont c'est fait. ah là c'est pas bon. Là. T'as entendu la différence de son? Ah ouais. Oui, ça c'est plus bon. Refaites voir. Tu vois? Oh, Ah ouais. tu vois ce que je veux dire maintenant? Ouais. Excellent. Ah bah là c'est mieux. Et quand on ouvre une piste, il faut s'adapter à tous les terrains. Et comment on va faire là? Bon bah on est dans l'eau. On est dans l'eau. Mets un pied là. Et l'autre pied là. Attends. Reste dessus. Non mais je... Tiens-moi là. Ok, tire. Ah bah dis donc. Bon, j'ai une petite question pratique maintenant. Oui. Quand on a de l'eau dans les bottes et qu'il fait -10 et que l'eau est en train de geler, qu'est-ce qu'on fait? On change de chaussures. Et si on n'en a pas? On en a. Bob n'est pas qu'un simple ouvreur de piste. C'est aussi le spécialiste de la survie en eau glacée. Dans la région, ceux qui veulent travailler sur des surfaces gelées comme les lacs ou les rivières se doivent de suivre les formations de Bob. Et moi, je ne vais pas y couper. Ça promet d'être frisquet. C'est la rivière du Yukon ici qui va jusque Dawson et l'Alaska. On doit se préparer au cas où il y a un accident où on tombe à l'eau. Alors tu veux prendre une corde comme ça là. Ouais. Et puis la corde elle est ici, de ce côté-là. Voilà. C'est juste au cas où. Comme ça, quand on va aller vérifier la glace, s'il y a un cas où je tombe à l'eau, tu pourras me sauver. Et si tu tombes à l'eau, je pourrai te sauver. J'aurais plus confiance dans le fait que vous me sauviez que je ne vous sauve. Parce que comptez pas trop sur moi, je suis pas très J'ai doué. confiance en toi. J'ai confiance que si je tombe à l'eau, tu vas me sauver. Ah bon? Et maintenant, on est attachés ensemble. D'accord, donc si vous tombez à l'eau, vous m'emportez. Je t'emporte, oui. Je D'accord. ne serai pas tout seul. On est frères maintenant. Super. Viens avec moi. Je marche dans les pas. Et c'est quand même pas épais parce qu'on voit l'eau hein, là. Oui. Voilà. Et c'est pas rassurant, hein, vous êtes sûr? Il y a quelle épaisseur là sous vous? Je ne sais pas, mais ça peut nous supporter. Tu vois, je peux même danser. Et on survit combien de temps dans l'eau glacée là? En moyenne, 10 minutes. 10 minutes. Et après on meurt. Après, on meurt, oui. Oui. On peut être hypothermique, on va probablement mourir. Et si l'eau nous emmène sous la glace, qu'est-ce qui se passe? Oh, si l'eau nous amène sur la glace, c'est pire. C'est pour ça qu'on était bien attachés ensemble. Mais vous êtes au ras de l'eau là, hein? Tu sais, l'eau est si belle que j'ai envie d'aller me baigner. Hein? Ah! Ah non! Qu'est-ce que vous faites? Ouais, tire-moi, j'ai 10 minutes. Mais vous êtes cinglés! Mais ça va pas, non? Sauve-moi la vie. Mais ça va pas bien! Mais elle est gelée, elle est gelée! Mais c'est horrible, mais pourquoi vous faites ça? Je voulais te montrer quand on prend soin de soi, qu'on tombe à l'eau. C'est pas si grave que ça. Et en dessous de mon manteau, j'ai un habit de plongée sec. Tu vois? Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? L'intérêt, c'est de savoir que si tu as les connaissances, si tu as l'équipement, que tu peux tomber à l'eau et survivre. Ce qui tue beaucoup de monde, c'est la panique. Il y a quelque chose qui arrive, on panique et la panique tue.
Et si tu sais que si tu as une corde, tu vas pouvoir sortir de l'eau, tu ne paniques plus, tu sais, tu as un plan dans la tête pour survivre. Eh bien, j'ai apporté un habit de plongée avec moi, tu peux le mettre et puis tu peux l'essayer. Il a beau dire, moi quand je l'ai vu sauter dans l'eau glacée, ça m'a un peu refroidi. 2 degrés, c'est vraiment pas beaucoup. Je n'emmène pas large, même en combinaison de survie, triple épaisseur. Je crois pas que je vais faire ça. Je crois pas que je vais faire ça. Alors, si tu nages, je vais te pousser si tu ne le fais pas. Mais il y a des beaux poissons dans l'eau. Continue, Philippe, la vie est belle. C'est gelé. J'ai pas envie. T'as pas envie? Non. Ça vous fait rigoler, hein? Ils sont contrôlés. Voilà. Parfait, Philippe. Je te tiens, Philippe. Tiens la corde. Tiens la corde, je te ramène vers le rivage. Ah, donc ça glisse, hein? Ça glisse, c'est pas possible de monter tout seul. C'est pour ça qu'on a une corde, Philippe. Prends la corde avec tes mains. Voilà, je vais te remonter. Voilà, on contrôle la panique, Philippe. Ok, lève-toi, on monte. Tu y es, Philippe. Mais c'est impossible de remonter sans quelqu'un, hein? C'est impossible, oui, c'est pour ça qu'on s'attache. C'est parfait. C'est froid. C'est froid, oui, c'est vrai que c'est froid. Voilà. Et ouais, et plus jamais je me balade au bord d'une rivière glacée tout seul. Non. C'est atroce la sensation. La sensation est épouvantable parce qu'effectivement, on ne peut pas remonter. Non. Il fait très très froid, donc les doigts sont comme ça. Et donc, non seulement ça glisse, mais on ne peut pas s'accrocher. Il y a des gens qui ont été trouvés morts et ils avaient les doigts ensanglantés. Ils essayaient de remonter sur la glace et ils étaient seuls, ils n'y arrivaient pas. C'est pour ça qu'on va sur la glace à 2 ou 3 personnes ensemble. Toujours. Toujours, oui. Dans la région, c'est comme ça. Dans la région, on voyage avec nos amis. Bon, Quoi? je peux aller me rhabiller? Tu peux aller te rhabiller, oui, on va y aller. Enlève ton harnais. Je crois que je n'oublierai jamais cet exercice glaçant dans tous les sens du terme. En récompense, Bob m'offre un dernier cadeau. Il m'emmène dans son endroit, le lieu secret qu'il adore. Oh, c'est magnifique. Il n'y a rien. Rien. Et on n'est pas habitué. Enfin, vous, oui, mais moi, non. Moi, je suis pas habitué dans un endroit où sur 360 degrés, il n'y a rien. Il n'y a personne. C'est-à-dire que si jamais il nous arrive un truc là, notre machine tombe en panne, on pourra crier fort, personne ne nous entendra. Hein. Non, ça c'est vrai. C'est vrai que on sent ici que même aujourd'hui, avec de l'équipement moderne, la vie est quand même toujours un peu une aventure. Je pense que la vie est une aventure. Ouais, mais on l'oublie des fois dans les grandes villes. Dans les grandes villes, là, oui. C'est pour ça que je suis perdu dans une grande ville. Vous êtes perdu dans une grande ville. Ah oui. Dans un endroit comme ça où il n'y a rien, vous n'êtes pas perdu. Oui. Il y a tous des endroits, en regardant ici, c'est presque comme si tout était à moi et à mes amis. Je pense qu'on peut être beaucoup plus solitaire et perdu dans une ville. Ici, j'ai une identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chasseur qui est au là, il sait qui je suis. La personne qui est là, qui a une cabine, il sait qui je suis. Dans une ville, il peut y avoir 1 million de personnes. Il y a probablement 1 million moins 1 qui ne sachent pas qui je suis. Et avec la vie moderne, on peut ouvrir une bouteille de vin, même ici. Ou 2. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous avez tous les avantages. Vous avez la vie moderne et en même temps... Faut pas le dire. Donc c'est une sorte de petit paradis alors. Oui. Oui? Et vivre au paradis, c'est sans doute ce que sont venus chercher les membres d'une petite communauté qui s'est installée sur un lac, sur le Great Slave Lake, le grand lac gelé des esclaves.
Pour aller au bout de leurs rêves, ils ont bâti des maisons flottantes et ont changé de vie. C'est le moyen de transport que Stéphanie adore emprunter tous les matins pour aller travailler. Le bombardier canadien est idéal pour se déplacer sur la glace. Un drôle d'engin, lointain cousin du rover lunaire. Elle avait entendu parler de ce lac immense, au port de la vie sauvage, à quelques centaines de kilomètres au sud du cercle polaire. Elle en a rêvé longtemps, jusqu'au jour où elle s'est décidée à partir pour l'aventure. Au Québec, Stéphanie était institutrice. Depuis 2 hivers, elle vit de la pêche commerciale sur le lac. Et ici, on a des corégones, puis on a de la lotte aussi qu'on a aujourd'hui. Puis les gros là-bas, c'est les inconnus. Coney, c'est ceux qu'on prend pour fumer, le poisson fumé. C'est vraiment bon. Je voyageais au Mexique, puis j'avais rencontré une dame qui venait de l'Alaska. Puis elle me racontait les hivers, comment c'était sombre, puis il fallait qu'elle mette sa lampe frontale pour aller chercher son courrier en hiver. Puis je trouvais ça fascinant. J'avais le goût de vivre ça. C'est comme une autre vie, un autre monde. C'est coloré, c'est marginal, c'est excentrique, c'est le fun. Stéphanie habite la plus petite maison flottante, la Violette, tout au bout du lac. Une cabane de contes de fées. Même en hiver, l'espèce de détachement, là, la distance que tu as, la séparation que tu as avec la ville, on la voit, là, on n'est pas super loin. Là, en 10 minutes, je suis rendue à l'épicerie, mais ici, tu as comme le détachement, tu es séparé par l'eau, la glace, l'eau. C'est sûr que des fois, tu arrives, puis bon, tu as le goût juste d'écouter un film, là, puis te mettre en pyjama, mais là, bon, il n'y a plus de bois, il faut aller fendre du bois, les batteries sont vides, il faut passer la génératrice, il n'y a plus de gaz, il faut aller chercher... Mais si tu es bien organisé, tu as comme ta routine là, de chaque semaine, de comment tu fais tes choses, puis ça se fait super bien. Un peu plus tard dans la matinée, le lac s'anime enfin. Les habitants ne sont pas des lève-tôt. Wade Carpenter est le voisin de Stéphanie. Professeur en biologie, il vit depuis 12 ans sur le lac. Il a installé tous les panneaux solaires sur les maisons flottantes, car ici, il n'y a ni électricité ni eau courante. Sur le lac, les habitants ne payent pas de taxes. Ils ne sont soumis à aucune réglementation, mais en contrepartie, leurs conditions de vie sont un peu extrêmes. Je tire mon eau grâce à un puits naturel là-bas à 20 mètres. J'ai un tuyau à incendie que je visse ici, qui pompe l'eau du lac et qui l'envoie dans une citerne à l'intérieur. C'est une citerne de presque 400 litres et ça me dure environ 3 semaines. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de vivre de cette façon. Des gens qui n'ont plus envie de payer de factures, d'électricité, de fuel, des factures pour tout et n'importe quoi. Vivre ici, en dehors de tout, c'est particulier. Tu dois apprendre plein de choses. Je comprends par exemple ce qu'est l'eau courante maintenant, parce que ça m'a pris pas mal de temps pour l'installer. Tiens, voilà Randy. Vous savez, j'ai déjà vu une grande plaque de glace arriver et pousser la maison orange de mon voisin jusqu'au milieu du lac. Le jour suivant, le vent a tourné, il l'a poussé de l'autre côté de la baie. Ensuite, la glace a complètement fondu et il a pu enfin ramener sa maison jusqu'ici en sécurité. Ouais. Ici, vous êtes dépendant de la nature, pas trop de la glace, mais surtout des vagues. Wade a filmé toutes les saisons sur le lac, et toutes ont leur charme. Quand il n'est plus figé par la glace, le Great Slave Lake devient un autre terrain de jeu, ludique et insolite. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, le Snow King Winter Festival,
un des plus renommés du Grand Nord. Début des festivités à 14h avec la course traditionnelle de chiens de traîneau. The Canadian Championship Dog Derby is off. There they go, wearing bib number 1, Dave Turner. Bib number 2. Fran est la photographe officielle. Elle est une des plus anciennes de la communauté. Elle a posé ses valises ici il y a 30 ans. Là, je fais des plans larges. C'est dur de travailler avec des chiens. Ils sont difficiles à entraîner. Mais j'aime ça. J'aime leur indépendance. Ce n'était pas mon projet au départ de m'installer ici. Je voulais faire un tour du monde en solitaire. J'ai fait 5000, 6000 kilomètres. C'était déjà une longue route. Ça m'a pris 3 mois d'Ottawa ici. Entre deux courses, Fran rend visite à Stéphanie, la pêcheuse québécoise. Son passe-temps favori, c'est prendre des clichés de tous les habitants et répertorier les activités typiques du lac. Elle est le témoin de la communauté, la mémoire de ces pionniers qui un jour se sont embarqués dans l'aventure du Grand Nord. J'aime beaucoup cette photo. Elle s'appelait Judy Lafferty. Je prenais des photos sérieusement et elle se moquait de moi. À la fin, je lui ai demandé pourquoi tu ris autant. Et elle m'a dit « La graisse des poissons dégouline sur tes cheveux ». J'avais la tête complètement poisseuse. Ce gars-là, il s'appelait Slogger. Il travaillait au marteau-piqueur ou aux explosifs, je ne sais plus. Il travaillait dans les mines d'or en tout cas. À cette époque, son passe-temps favori, c'était boire. J'adore la glace. Vraiment, j'adore la glace. J'aime ces gros blocs de glace pure. J'étais sortie sur le lac un soir. Un sculpteur s'éclairait avec un spot. Il faisait très très froid. La glace éclaboussait tout autour de lui et ça réfléchissait sur son visage. C'était vraiment beau. Trappeurs, chercheurs d'or, employés des mines de diamants ou fonctionnaires du gouvernement, ils se retrouvent tous pour le festival. La barbe, c'est le look obligé du coin. Il faut dire que Yellowknife remporte la palme des météos des extrêmes. Température la plus basse avec moins 63 degrés et la couverture neigeuse la plus longue du Canada. C'est aussi l'occasion de savourer quelques gourmandises locales. Dégustation gratuite et à volonté de sucettes au sirop d'érable, un incontournable du Grand Nord. Mais l'événement que tout le monde attend, c'est le festival de sculpture sur glace. Il fait moins 25 degrés, à peine assez froid. Le soleil aujourd'hui fait fondre la glace plus vite que prévu. C'est une course contre la montre. J'essaie de finir à temps, de faire toutes les pièces de ma sculpture. Bon, je suis un peu en retard avec ce temps. En plus, j'ai eu quelques problèmes techniques, mais ça fait partie du jeu. Chaque année, ils construisent un château de glace. Une réalisation gigantesque, différente chaque fois, conçue par des architectes avec créneaux, meurtrières et donjons. Cette fois, sa construction a duré 2 mois. Il a été conçu pour accueillir, entre autres, un spectacle insolite, auquel Kim et Karen vont participer. Kim a 24 ans, elle vient de Toronto et elle travaille pour les services sociaux de la ville. Karen est professeure de danse, originaire d'Ottawa. En s'installant ici, elles ont eu envie de monter sur scène, laisser libre cours à leur imagination. Plus facile à faire ici qu'en ville. Alors elles ont monté un spectacle cabaret, une création singulière dans le Grand Nord. Je crois que cette année, on a vendu presque 900 entrées et tout est parti en 10 minutes. C'est un projet de notre communauté pour s'amuser. Ça ne doit pas être absolument sexy, mais surtout créatif. C'est un spectacle local, fait par et pour des amateurs. Il y a 45 femmes,
Oui, on a réussi à en réunir 45. Et elles sont infirmières, employées du gouvernement, enseignantes, psychologues, masseuses, électriciennes ou encore plombières. Toutes d'horizons complètement différents. « 21h, tout le monde est là. Le château de glace est bondé. Les femmes du lac sont prêtes à faire leur show. Elles ne jouent leur spectacle qu'une fois dans l'année. Le concept, un effeuillage bon enfant dans un décor de glace. Leur but est de s'amuser en jouant avec les codes et les vieux mythes du Grand Nord. Dehors, sur le lac, a lieu un autre spectacle. 243 jours par an, elles illuminent les nuits. Le Great Slave Lake est réputé pour être l'un des meilleurs endroits au monde pour admirer les aurores boréales. Et les nouveaux pionniers viennent aussi pour ça, pour cette magie du Grand Nord. Et là, si vous n'êtes pas au Canada, avec la petite maison en bois, dans la neige, avec les chiens partout, et la bonne soupe, et elle doit être bonne la soupe là pour. Ils ont l'air contents les chiens. Ah, ils sont heureux là. 7h du matin, c'est un peu tôt. Ben non, parce qu'ils vont partir à 9h, faut qu'ils aient un peu le temps de digérer. Après une nuit dehors, ils ont faim. Parce que quand ils dorment dehors, ils perdent des calories. Ils ont faim à l'heure du petit déjeuner, c'est signe de bonne santé. Et vous en avez combien des chiens là? 50 chiens. Et ça là, le cérémonial de la gamelle, c'est tous les matins pour vous? Ah, tous les matins, tous les soirs. Cali. T'as faim, Wilma? Marcel est musher. C'est son métier. Elle élève des chiens de traîneau et surtout elle a participé aux courses de chiens les plus difficiles au monde. Gilles, son mari, lui s'occupe plutôt de la logistique. Je peux lui donner? Ouais. On se connaît pas, mais je t'amène à manger. Viens. Et là, tout à coup, c'est silence, hein, presque. C'est le calme, oui. C'est ce que quand on mange... C'est comme nous le matin. Hein? Quand c'est bon pour manger bien, c'est le silence. On n'entend que la langue dans la gamelle. Marcel! Marcel! Ouais? Il est tout triste, il n'a plus rien. Il laisse sa gamelle comme un malheureux. Vous pouvez pas lui donner une petite portion de plus? Non, parce qu'après, pour courir, ils ont trop. Parce que là, ils vont partir courir? Ouais. Mais là, aujourd'hui, ils vont tous sortir. Les chiens sont de véritables athlètes. Pas une seule journée sans entraînement. Et on va où là alors? Alors aujourd'hui, on va aller
faire un entraînement et en même temps, on va s'arrêter pour aller à la pêche. On va à la pêche? Ouais, à la pêche sur le lac Lewis. Et ils sont en forme, hein? Silence. Hein? Prêt à partir? Ah! Ça va vite? Ouais. Waouh! Ah, c'est puissant. Voilà. Oh! Et on passe pas loin des arbres. Là, il y a un coup de descente rock'n'roll. J'espère que je vais vous garder sous le traîneau. Wow! Oh, faster! I can't stop! Pas plus vite, Marin! Oh, ça descend là. Wow! Ah! On va chavirer. Je vous sens très concentré tout à coup. Oui, bien sûr, mais comme il y a beaucoup de virages, on déverse. Il faut que je travaille avec mon poids pour que le traîneau ne sorte pas de la piste. Voilà. Ah. Tu vois. Oups. Hey, yo. C'est bien les chiens, c'est bien. Et c'est marrant parce qu'on a une sensation de puissance et de silence en même temps. Alors c'est magique quand on tire là, on se détache parce qu'au départ les chiens sont excités et dès qu'on détache le traîneau, c'est le silence total. C'est un moment magique. On est seul avec nos chiens dans la forêt. C'est un truc de solitaire en fait. Plus que c'est le glissement du traîneau et des fois le halètement des chiens. Allez hop Momo. J'ai l'impression que je fais le plus beau métier du monde. Marcel doit s'entraîner sérieusement. Comme j'alourdis un peu le traîneau, Gilles me propose gentiment de prendre les commandes de son attelage. Ils n'arrêtent pas de tirer là. Dès que je lève le pied, je pars là. Exactement. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, conduire un traîneau, c'est essentiellement freiner. Oui, toute la conduite, c'est freiner. En majorité, c'est dans ton système de D'accord. Ok. Mais je leur dis pas oh, stop, ça sert à rien. Ah non, ils s'arrêteront pas. Ah oui, donc leur but, c'est de me larguer en fait. Oui, leur but, ça va être de te larguer. Ah, puis de voyager à l'âge. D'accord, ok, très bien. Si tu veux, je peux faire un bout avec toi. Comment? Si tu as trop peur, je peux faire un bout dedans. Bah d'accord. Hein? Oui? Ça me rassure. Regarde, Marcel, je vais faire un petit bout avec lui dedans. Voilà. Attention, je vais partir. Ah, j'adore. Et dans les virages, freine un petit peu. Je me penche. Ouais, ou tu te penches. Ouais. Lâche le frein. Ah, j'adore. Ah, j'aime bien les virages parce que là, on a l'impression d'être en ski. Vous êtes relax là? Ah ouais, moi je suis bien là. Je fais la belle vie là. Et là, on est sur quoi? Sur une rivière? Oui, on est sur la rivière Watson. Qui est complètement gelée. Oui. Ah là, ça va être gelé jusqu'à la fin mai. Moi, ce que j'adore, c'est que c'est les sensations du ski, mais sans les inconvénients des remontées mécaniques. Ouais, effectivement. Donc là, on va plafonner à quelle vitesse là? À 15. 15. Aux environs de 15. 15 à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de mes qualités de pilote? Ça s'en vient bien, mon ami. Qu'est-ce que je peux améliorer? Ben là, ça va. Juste un petit peu l'attention. Ah, c'est beau. C'est une sensation de liberté incroyable. Hein? Ah ouais. Allez les puces. Allez, allez. Oh. OK. Bon, on va se préparer pour notre feu. Hein? Ben avant, comme je vais bosser, il faut que j'enlève ça. D'accord. Parce qu'il fait trop chaud.
Il fait quoi, moins 15 ou il fait un peu chaud là? Oui, c'est trop chaud. Ouais. Pour le feu, il faut dégager la neige jusqu'à la glace. Ah bon? Ouais. J'amène le bois? Ouais. Je savais pas qu'on pouvait faire du feu dans la neige. On a le droit de faire du feu n'importe où dans le Grand Nord. Ici, oui. Dans le nord, oui. C'est ta survie. Comment ça? Ben, il fait froid. Ouais. Si t'es mal pris, tu veux te réchauffer, c'est le feu. Hein? Mal pris, ça veut dire coincé, bloqué. Coincé, bloqué, ouais. Et le feu, il va faire fondre la glace, là. Donc il va couler. Mais la chaleur est par le dessus, pas par le dessous. Ah bon? Un feu, ça brûle par en haut. Alors là, j'apprends un truc. T'as jamais vu des flammes aller par en bas? Oui, mais sous le feu, c'est chaud. Ouais, mais c'est quand même moins chaud. Les braises et tout ça, ça fait fondre la Oui, glace. ça percera pas la glace. Il y a quelle épaisseur de glace là-dessous? 70, peut-être 80. Centimètres? Ouais. On commence toujours le feu avec du très petit. Il y a une espèce de paix et de tranquillité qui s'installe là tout à coup. C'est pas mal. Et Marcel, pourquoi elle creuse un trou? Alors, je fais un trou pour pêcher. Alors d'abord, Parce que vous avez faim. Bah oui, je vais manger du poisson aujourd'hui. Oh, dis donc, ah bah oui, mais vous sortez le... C'est du gros œuvre. Et ça, c'est l'équipement de base pour pouvoir manger. Oui. On se déplace jamais sans sa foreuse. Non. Ah, ça fuit. On va attraper du poisson par ce trou. Ouais. J'espère. Elle est marrante, votre canne à pêche. Ben ça, c'est la canne à pêche pratique, pas dispendieuse. On pêche à la dandinette. À la quoi? Dandinette. À la dandinette? Oui. Pourquoi la dandinette? Ben je sais pas, c'est le mouvement. Le mouvement? Oui. On lève, hein, puis on redescend. Le poisson, l'hiver, il n'est pas très actif. Hein? C'est pas comme l'été. L'eau est froide, c'est comme nous autres. Quand il fait très froid, tu bouges pas fort. Donc il est au fond, il bouge pas? Ben, il bouge, mais c'est pas rapide. Le truc, c'est de l'attirer. Il faut être très patient pour la pêche. Hein? Et vous pouvez faire la dandinette pendant combien de temps comme ça? Ah, tu peux faire pendant 1 heure, 2 heures. 1 heure? Ouais. Tu vois quelque chose? Ben non. Moi non plus. Et Marcel, elle a abandonné. Ah, Marcel, oui. La pêche, c'est pas son truc. Ah non, non. Elle a abandonné, elle dort dans son traîneau. Et vous pourriez dormir dans le froid comme ça? Non. Moi, non. Ah non? Non, non, non. C'est dur de vivre ici alors? Oui, c'est une vie difficile, le Nord. Si t'es pas prêt à accepter ça, t'es pas fait pour le Nord. Non. C'est pas une vie de confort, là. Alors pourquoi on vit ici alors? Ben parce qu'on aime ça, les espaces, la tranquillité. Et ça le vaut? Ah ouais, ouais, ça le vaut. Ça le vaut. Moi, ça arrive que je vais dans une grande ville, mais je vivrai pas là. Non. Non, 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 non. Les gens sont bizarres. Et on dirait qu'ils sont déconnectés de ce qui existe. Ils sont dans un truc artificiel. Ici, c'est naturel. Vous savez que dans les villes, quand on vous voit faire la dandinette pendant 1 heure dans la glace avec les doigts gelés, c'est vous qui êtes bizarre.
Ah, ça, c'est probable, c'est ça. Ben oui, oui, puis je comprends. Je comprends très bien ça. Bon, en même temps, on n'a toujours pas de poisson. Hein. Oui, je crois que on va devoir manger de la soupe. On a une petite soupe en poudre. On a une petite soupe instantanée, rapide. Ouais. Bon, ça me rassure. Alors, bon, ça, c'est la pêche en lac, la gelée, pêche blanche. La pêche blanche. Et il y a un petit peu plus au nord une pêche, vous connaissez sans doute, absolument incroyable, où ce sont les Inuits qui font ça, donc c'est beaucoup plus au nord. Et eux, ils plongent carrément sous la glace pour aller ramasser ce qui là-bas est considéré comme un petit trésor. Et vous allez voir, c'est l'occasion d'images absolument somptueuses. Au Nunavut, il n'y a que 2 couleurs, le blanc et le bleu. La toute première plongée de l'hiver, c'est le must. En décembre, quand la glace vient juste de se former et que je descends pour la première fois, je m'arrête au milieu de la corde et je regarde autour. C'est superbe. Chaque fois que tu remontes, tu te sens comme un nouveau-né. Et j'adore ça. C'est la fin de l'hiver, et pour Samy, à cette époque, partir travailler, c'est toujours une aventure. Un coup de poker. Ça passe ou ça casse. C'est toujours comme ça après un blizzard. Avant, on peut passer, mais après, on reste coincé. Mais bon, c'est juste pour cette partie-là. C'est vrai qu'après, ça roule tout seul, sur la mer. À 1,50 m sous ses roues, c'est l'océan Arctique. Difficile de savoir où est la terre et où est la mer quand la banquise est là. Entre l'hiver et l'été, on change totalement d'univers. Une demi-heure de route et Samy arrive à son camp de base au cœur du Grand Blanc. Un cabanon qu'il a construit avec son ami Philippe. Ils viennent ici 3-4 fois par semaine. C'est leur porte d'entrée vers le Grand Bleu. Là, il y a environ 15 mètres de fond. Et l'eau est presque à moins 2 degrés. C'est assez froid et quand il y a du courant, là, c'est vraiment froid. J'avais vu des plongeurs déjà à la télé et ça avait l'air vraiment marrant. Alors j'ai essayé. Maintenant, j'adore ça. J'en arrive même à oublier que c'est dangereux. Pour Samy et Philippe, chaque plongée est une aventure. Un voyage au-delà du réel, à la verticale. Ils vont chercher des clams, ces gros coquillages considérés ici comme une friandise. Les Inuits ont toujours trouvé leur nourriture sur la banquise. Mais personne jusque-là n'avait osé la chercher en dessous. Ils sont les premiers à franchir cette frontière et braver l'inconnu. Sous l'eau, leur rayon d'action est de 50 mètres, la longueur de leur ligne de vie. Sans elle, le moindre incident peut être fatal.
Un courant à peine plus froid, un infime écart de température et l'humidité qu'il rejette en soufflant se transforme en glace. Le détendeur ne fonctionne plus. Ça arrive tout le temps, alors ils ont toujours une bouilloire à portée de main. C'est bloqué par la glace, du coup l'air n'arrête pas de sortir. Il faut que j'y retourne. Dans ces conditions, Samy et Philippe ne restent jamais plus d'une demi-heure au fond. Plonger dans l'eau glacée est une vraie performance. Ils ne sont que 4 à le faire, dans tout le Nunavut. Je me suis bien amusé. Je m'amuse toujours. Et puis c'est pas mal pour 2 plongées. C'est une thérapie de l'esprit. Chaque fois que je remonte, je me sens comme un autre homme. C'est un monde totalement différent là-dessous. C'est super, ça ne ressemble à rien d'autre. Ça fait 14 ans que je plonge. Mais c'est toujours le même plaisir. À la mi-journée, retour avec leur cargaison à Qikiqtarjuaq. 500 habitants perdus au milieu des fjords, avec tout le confort moderne, supermarché, école, poste de santé, et pas un seul voisin, à moins de 400 km. Samy ramène 800 clams. On a des amis qui nous les achètent sur Facebook. Et à $1 pièce, pas question d'en garder une seule pour le dîner. Ça nous aide à payer les factures. Parce qu'ici, tout est vraiment très cher. Et puis, nous, on est propriétaires de cette maison. Alors, il faut acheter notre fioul pour le chauffage. La flamme doit toujours brûler. Ça a été long, mais Samy s'est fait sa petite clientèle. Des consommateurs fidèles dans plusieurs villages de la région. Ici, pas de problème de conservation. Il n'a qu'à les expédier tels quels, par avion. C'est le seul moyen de transport en cette saison. Pour le bateau, il faut encore attendre. Avant le mois de juillet, personne ne peut naviguer. Même les icebergs doivent prendre leur mal en patience. Dans cette immensité figée, seule la cabane de Samy doit régulièrement se déplacer. Là, ce sera l'emplacement du nouveau trou et de la tente autour. Notre site de pêche commence à s'épuiser. On est dessus depuis 3 semaines déjà. Alors il faut changer. Pour trouver un autre gisement, ils n'ont pas le choix. Il faut creuser un nouveau trou et descendre voir. Du coup, toute la famille est réquisitionnée. C'est bien. On passe la journée au grand air. On s'amuse beaucoup et on s'entraide beaucoup aussi.
surparti. Quand il a su qu'on creusait un trou dans la glace, Eric est venu tout de suite. Il est français et vit ici depuis 4 ans. Eric est plongeur lui aussi, pour des programmes scientifiques. Il fait des prélèvements sous la banquise, alors ce trou, pour lui, c'est une aubaine. C'est vraiment la bonne nouvelle quand on est arrivé dans ce village, de voir qu'il y a des plongeurs. Parce qu'au Nunavut, c'est quand même pas l'activité numéro 1. Trouver des chasseurs de phoques, c'est pas dur. Trouver des chasseurs de caribous, mais alors des gens qui plongent pour aller chercher des clames, ça... We'll take a cold bath after. C'est excitant de savoir que cet endroit n'a jamais été exploré avant. C'est un super sentiment. Reste maintenant à savoir si le fond est suffisamment riche en clams ou s'il faudra recreuser ailleurs. L'inauguration du nouveau trou, c'est l'événement du week-end. Eric, le plongeur français, est le premier à descendre, à explorer cet espace encore vierge, pour la science. Sa mission ? Recueillir toutes sortes d'éléments très précieux pour un programme de recherche sur la lisière de la banquise. Ce programme en cours, c'est surtout sur l'explosion de vie, des microalgues, puis du zooplancton, avec l'évolution des conditions de banquise. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de phytoplancton, donc de plus en plus à manger en gros. Donc ça va évidemment avoir des impacts sur toutes les espèces animales qui dépendent de la mer. Ce programme fournira donc aussi des informations sur les clams et leur milieu, ce qui aidera Samy et Philippe à développer leur pêche. Bye bye, my dear. Et cette fois, ce sont leurs épouses qui tiennent leur vie entre leurs mains. Do you see them? No. No, it's pretty deep. It's pretty deep. His tank, I can see it from here. Au début, on avait très peur pour eux. C'est quand même nos maris. L'atmosphère est si décontractée qu'elles en oublient l'essentiel. L'eau chaude pour le matériel. Moving right now. Yeah, he's coming back up. Nice big ones. Yeah, good. It's so I big. got wet inside. Visiblement, Samy espérait mieux. Le gisement n'est pas à la hauteur, il va falloir recreuser ailleurs. We are free to pick anything. On est libre de prendre autant de clams que l'on veut. C'est à tout le monde. Generations will learn. Les jeunes sont très curieux de ce qu'on fait et ils veulent apprendre eux aussi à plonger. Il y a un bel avenir là-dedans. How to dive in the future. C'est ça l'idée. Faire découvrir aux autres ce monde qui le fascine. Et en même temps créer un vrai débouché 100% inuit. Retisser le lien avec la banquise. Difficile de parler du Grand Nord canadien sans parler de ses montagnes. Le Grand Nord, ce sont aussi des altitudes vertigineuses. Et pour découvrir ces sommets impressionnants, il vaut mieux bien s'entourer. L'idéal, c'est
c'est d'essayer de faire ami-ami avec les hommes qui surveillent et protègent les routes des avalanches. Parce que eux, ils ont un hélico et surtout, ils connaissent très très bien cette région très très fraîche. I'm gonna go pick the guy up right away. Yeah. Okay. So you guys get out, go around the front. Okay. Bonjour. Salut Philippe. Allez, mets ton casque. Voilà. Il fait très très frais. Il fait -10. Et c'est chaud ou c'est pas chaud pour vous? C'est bon, c'est frais, mais pas trop froid. Ah d'accord, ok. Ouais. Regarde Philippe comme c'est beau. Là. Ah c'est magnifique là. Alors là, on survole le territoire du Yukon. On dit Yukon en canadien. Hein. On dit Yukon. Oui. C'est marrant, il n'y a que les Français qui disent Yukon alors. Oh, je crois que oui. Bon, alors on est au Yukon. Et c'est des dizaines, des centaines et des centaines de kilomètres de vide. Enfin de vide, de nature, mais pas de traces humaines. C'est incroyable. La densité, c'est 2 personnes au kilomètre carré. Il y a 2 habitants par kilomètre carré. Voilà. Il n'y a personne. Il n'y a personne ici. Et pour vous, c'est comment? C'est le plus bel endroit du Canada. Il y a des montagnes, des lacs, de gigantesques lacs, des grandes vallées. Je me sens privilégié à chaque fois que je vole ici. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être un explorateur. Et qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas, cette montagne là? Alors ça, c'est le mont Logan. C'est situé dans le parc Kluane et c'est juste en dessous de 6000 mètres d'altitude. Ah, c'est très très haut. C'est très très haut et c'est la montagne la plus grosse au monde au niveau de la circonférence. Elle fait un peu plus que 100 km. À la base du mont Logan, ça fait un peu plus de 100 km. Alors, beaucoup de montagnards, d'alpinistes viennent, au lieu de faire l'ascension du mont Logan, ils font la circonférence, qui est toute une aventure. C'est beau, c'est hypnotique presque, tellement c'est beau. Et alors, ce que vous ne voyez pas là, mais vous allez vite comprendre, c'est qu'il s'est passé des choses incroyables ici. En 1896, à quelques centaines de kilomètres plus au nord, on a trouvé de l'or. Et les nouvelles sont allées très très vite. Et ça a déclenché une incroyable ruée, plus qu'une ruée, une hystérie. Des dizaines de milliers de personnes sont venues ici en espérant devenir riches. Et la ruée vers l'or que l'on connaît tous, que l'on voit dans le film de Chaplin, c'est là. Sous mes yeux, juste en dessous de l'hélico, le passage le plus célèbre, le plus difficile pour les milliers d'hommes qui étaient partis chercher fortune. C'était un passage obligé qu'on appelait les Golden Stairs, les escaliers d'or. Une véritable muraille de roches, de neige, de glace. La franchir était une épreuve terrible. Les Golden Stairs, Philippe, c'est juste là. Alors, c'est l'endroit le plus dangereux où il y avait beaucoup d'avalanches et où 62 personnes ont perdu la vie en avril 1898. C'est des paysages d'une très grande beauté et en même temps, on se rend compte combien ça devait être difficile pour les hommes de franchir ces obstacles naturels. Parce qu'il y a le dénivelé, il y a le relief, et puis il y a l'hostilité du climat. Ouais. Imaginez que vous êtes là avec des centaines de personnes devant vous. Ils étaient tous là en file indienne, et tout le monde faisait un pas, et puis tout le monde faisait un autre pas. Et à la fin de la journée, ils posaient leur équipement. Et puis ils recommençaient, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils aient monté toutes leurs affaires.
Il y avait des gens qui n'avaient jamais vu de montagne avant d'arriver ici. Ils ne savaient vraiment pas ce qui les attendait. C'était un moment complètement fou. Ouais, je pense qu'ils étaient très résistants. Et je suis ravi de ne pas avoir à le faire. Et de l'autre côté des Golden Stairs, ce n'était pas terminé. Avant d'atteindre l'or, il y avait encore plus de 800 km à parcourir, au milieu de terres quasiment vierges. Et l'une des étapes importantes sur cette route, c'était le village de Bennett, dont il ne reste aujourd'hui presque que l'église. Cette petite église là, toute mignonne qui apparaît dans la neige, c'est chouette. Oui, elle est importante cette église. Elle a tout vu de la rue vers l'or. Elle était là? Elle était là. On peut aller voir? Bien sûr. Atterrissage sur lac gelé, l'accès à ce lieu mythique n'est pas si simple. On y va là, maintenant? Joe? C'est pour moi un moment privilégié. Elle est juste en haut là, sur la butte. Et on aperçoit le clocher. C'est marrant, on sent qu'il y a une histoire derrière cette église. Hein. Il s'est passé quelque chose ici. Un passé tumultueux. Tumultueux. Et alors, les gens de la rue vers l'or, ils passaient par là? Parce que ça, c'est un lac, ça. Ouais, il y avait des gens partout ici. Et après, il n'y avait plus un arbre. Pourquoi? Parce qu'ils les ont coupés pour faire du feu et pour construire des bateaux. Et pourquoi ils construisaient des bateaux? Parce que c'est plus facile que de marcher. Il n'y avait aucune piste. Marcher sur le flanc de la colline, ça aurait été trop difficile. Ça prenait trop de temps. C'était beaucoup plus facile de continuer en bateau. C'était pas vraiment des bateaux. Plutôt des radeaux un peu améliorés. Ça devait être un peu fragile. Ah oui, très fragile. Certains coulaient juste en sortant, là. Alors là, le lac, il est complètement gelé, donc il y avait une saison pour partir, j'imagine. Ouais. La plupart des gens attendaient la fonte des glaces. Mais d'autres partaient carrément en hiver. S'ils avaient amené des chiens, ils se construisaient un petit traîneau. Il y en a même qui mettaient des voiles dessus pour que le vent pousse leur traîneau sur le lac. Ouais, les gars vraiment costauds partaient dès qu'ils pouvaient. Et alors pourquoi il y a une petite église là? Justement, il fallait croire au bon Dieu. Il fallait remercier le bon Dieu avec les Golden Stairs, les avalanches, les rapides, s'embarquer sur l'eau pour faire 800 km, 1000 km jusqu'à Dawson d'ici. Il fallait remercier le bon Dieu. Donc, il fallait surtout le prier. Il fallait le prier. L'église Bennett. Dans cet environnement si extrême, où l'histoire des hommes est incroyable, il y a aussi des métiers que je pensais complètement disparus, comme le métier de trappeur. Il y a aujourd'hui encore des trappeurs au Canada. Aussi d'ailleurs une trappeuse, Émilie, une vie totalement à part. Émilie a 29 ans et chaque hiver, elle passe des semaines à arpenter les forêts pour piéger les animaux. C'est la saison où leur fourrure est la plus belle. Il lui faut une sacrée dose de volonté et de courage pour jouer comme ça les héros solitaires. Mais Émilie est du genre tenace, elle est trappeuse. C'est le 4e piège à castor qu'elle relève ce matin. Il n'y a rien là-dedans. C'est ça la vie des trappeurs. Il faut savoir perdre. Mais j'adore les castors. C'est super un castor.
Ce n'est pas parce que tu pièges un animal que tu ne l'aimes pas. J'ai plus de respect pour les animaux que je piège que pour la plupart des gens que je côtoie. Tu dois connaître les animaux pour les piéger. Sûrement beaucoup mieux que tu ne connais tes parents ou tes amis. Sa famille aujourd'hui, c'est Bill, l'homme qui l'a initié, son père spirituel, son mentor. Et son territoire de chasse est à une dizaine de kilomètres. J'ai piégé des milliers de castors dans ma vie, et c'est toujours compliqué quand il y a 1 mètre de neige au-dessus du terrier. Difficile de sentir, de deviner où mettre le piège. Oh yeah. Vous voyez les traces là? Les corbeaux savaient avant moi qu'il y avait un castor. Ils savent toujours. C'est un beau castor. Le piège lui a brisé la nuque. Il est mort sur le coup. On lui a donné une mort digne et dans le respect. C'est ça notre but. C'est cet état d'esprit qui a séduit Émilie. Et c'est pour cela qu'elle a choisi cette vie, qu'elle supporte les longues soirées en solitaire, loin de tout. Il y a toujours un endroit où dormir sur un territoire de chasse. C'est sûr, c'est basique. Et c'est pas ici que tu vas dormir 8 heures d'affilée. T'aimerais bien, mais non. Il faut se lever sans arrêt pour entretenir le feu. C'est bien d'être loin de tout. À 3 heures de route, de la moindre maison, elle ne peut compter que sur elle-même. Le feu, c'est la première chose que tu fais. J'ai toujours des allumettes sur moi, mais en général, il y en a dans les cabanes. C'est des choses qui restent là tout le temps. Les allumettes, la hache, tout ça. J'ai aussi un sac avec tout ce dont je peux avoir besoin, tout en double. Le téléphone, bien sûr, des gants, des balles, juste au cas où les balles. On n'est jamais trop prudent, surtout ici. Il y a des ours dans le coin. Je n'ai jamais eu à m'en servir, mais je me maudirais de ne pas les avoir si j'en avais besoin. Si quelqu'un m'avait dit il y a 6 ou 7 ans que j'allais être trappeur, je l'aurais traité de fou. Trappeur, ce n'était pas sa vocation première à Émilie. Ces boîtes, ça bousille les couteaux. Ce qu'elle voulait au départ, c'est protéger les animaux. A priori, l'inverse d'un trappeur. Un jour, je me suis dit, bon, si je dois être contre le piégeage, si je dis que c'est mal, je dois essayer, voir ce que c'est en vrai. Alors j'ai demandé à Bill de m'emmener avec lui. Ça a complètement changé ma façon de voir les choses. C'était la vie sauvage sous un angle totalement différent de ce que j'avais rencontré jusque-là. Tellement plus intime. La connaissance était tellement plus étendue. Et puis, vous connaissez la suite. Ce matin, elle attend Bill. Ils doivent relever les derniers pièges ensemble, les derniers de l'hiver. Hey Emily. How you going? Good. Quite a camp you got here. You all ready? Yeah. D'abord maître et élève, Émilie et Bill sont devenus associés.
Elle travaille maintenant sur sa zone de piégeage pendant toute la saison jusqu'à la fin du mois de mars. C'est une activité très réglementée, comme la chasse. There's not even any ice out in front. 20 times I've seen him do that. Yeah. Well, there's something Wow, in there. that looks pretty active. Yep. Uh-oh. What'd I tell you? You know. You always know. It's the little guy. Oh. Nice double catch, though. Yep. That's not so bad. That's a beautiful pelt. Yeah. Okay. La peau d'un castor comme celui-ci se vend entre 15 et 25 euros. There you go. Oh, look at that. Regardez comme ça brille. Ah, c'est super. Beautiful. Yeah, and then they're all dry and they go in the sled and they don't. And that's why Il doit avoir 2 ans. size of beaver is C'est what avec the des very jeunes castors finest comme ça coats qu'on are fait made les out plus of. beaux manteaux And hats et les and that chapeaux kind of aussi. thing, 'cause the fur is very warm Leur and it's fourrure very est très soft chaude and et très silky as soyeuse. It's a little male. Like that's a male, yeah? Ce jeune castor sera leur dernière prise de l'hiver, mais le travail n'est pas terminé pour autant. Ils viennent d'être appelés dans l'extrême nord de l'Alberta par des scientifiques, une mission spéciale. Les trappeurs ont une profonde expérience de la nature, cela fait d'eux des alliés très précieux pour les chercheurs. Cette fois, l'objet de l'étude est le glouton. Un animal mystérieux, aujourd'hui menacé. Pour Emily et Bill, il ne s'agit plus de trappe, mais de traque. Ils sont chargés de capturer des gloutons vivants pour leur poser des colliers GPS. Cela permettra de les pister pour mieux les connaître et mieux les protéger. Un jour entier de voyage jusqu'au dernier territoire vierge de l'État. Le fils de Bill, Duncan, vit sur place depuis 3 mois. C'est lui qui a fabriqué les pièges. En fait, dès que le piège est activé, on reçoit un signal satellite grâce à cet émetteur-là. Et ça, c'est un appareil photo détecteur de mouvement. Il prend 3 photos, puis il attend un autre mouvement, et puis il reprend 3 photos. Et là, vous voyez, il y a un lynx qui vient renifler et lécher l'appareil. C'est dommage parce que nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est un glouton. Over here. C'est plus facile d'attraper un lynx qu'un glouton. En fait, le lynx ne s'occupe pas de ce qu'il a autour. Du moment qu'il a quelque chose à manger, il entre et il prend. Le glouton, lui, il est beaucoup plus méfiant. Alors il va prendre le temps de renifler, de sentir, et surtout dans cette zone ici, parce que c'est un terrain utilisé par des trappeurs. Ils savent que quand on est là, eh bien, c'est pas forcément bon pour eux. Yeah. Okay, go ahead, Jim. Ready? Yeah. What a beast. Mais tenter de piéger un glouton, c'est un peu comme courir après un fantôme. On ne le voit jamais, on ne trouve que des indices de sa présence. Avec ces traces-là, on sait tout de suite qu'il s'agit d'un glouton. Il a les 5 doigts caractéristiques de sa famille, les mustélidés. Et puis il a une démarche très particulière, plutôt marrante d'ailleurs. Il parcourt des kilomètres et des kilomètres comme ça. Il reste encore un piège à contrôler. La dernière chance de la journée. C'est un pécan. Il est joli, oui, mais ce n'est qu'un pécan. Down. Oh, so cute. Oh, night, hey? Oh, yes.
Au moins, on pourra dire qu'on est bon pour piéger les pécans. Toute la faune de la forêt y passe, sauf le glouton. 3 mois qu'il est là, et Duncan n'en a attrapé que 2. 3 mois sans personne avec qui trinquer. Autant dire que Bill et Emily sont les bienvenus dans la cabane. Cream ale? Pretty good. Oh, it's cold. Pendant 1 an et demi, ça a été très dur. Et supporter ces gars-là, c'est ce qu'il y a eu de pire, bien sûr. What did you say? On me demande tout le temps, qu'est-ce que ça fait d'être une femme trappeur? Je me considère pas comme une femme trappeur. Je me considère comme un trappeur, c'est tout. On pense que le piégeage est lié à une aptitude physique, mais pas du tout en fait. Il faut être malin, c'est tout. Et peu importe le nombre de pièges que tu fais, comment tu les fais, si tu ne les mets pas au bon endroit, ça ne sert à rien. Il faut juste un peu de jugeote. La vie dans la nature, si elle est vécue dans le respect de la nature, donne de la paix aux êtres humains. Et je trouve que c'est quelque chose dont les gens manquent plus que tout aujourd'hui. La paix. C'est ça l'attraction du piégeage, c'est de vivre en paix avec les espaces sauvages qu'il nous reste. Cette nuit-là, les pièges ont gelé et du coup ne se referment plus jusqu'au lever du soleil. Ça y est, un piège est enclenché. Le signal informe juste Duncan qu'il y a un animal dans le piège. 2 heures de trajet en motoneige pour savoir lequel. Cette fois, le grognement laisse peu de doute. Les photos confirment. Yeah, it's a Wolverine. Yep. Keep going up. It's really nice. She looks like she's a really good weight. Watch, she's coming up. Watch, James. Oh, it's got a collar. It's stumpy. It's got a collar. Pas de chance. Ce glouton est l'un des 2 qui sont déjà pistés. Ils n'ont plus qu'à le relâcher. Just give her a minute. L'animal est agressif, il faut être prudent. C'est bon de les voir partir. Mais la question, c'est pas de savoir si piéger un animal vivant me rend heureuse et piéger mort me rend triste. C'est juste quelque chose de différent. Mais la récompense est la même, à chaque fois. À ce rythme-là, il faudra probablement des années avant que les gloutons ne livrent leurs secrets. La patience est aussi une qualité incontournable pour un trappeur s'il veut travailler et survivre dans ces grandes plaines de l'Ouest. Au nord, toujours plus au nord. Là, je suis dans la petite ville de Dawson. On est au milieu de l'après-midi. Donc là, vous voyez, c'est là normalement que l'activité bat son plein. Et si les gens sont plutôt calfeutrés chez eux ou au bureau ou dans les boutiques, c'est parce que là, il fait moins 29 degrés.
Et ici, c'est normal, hein, moins 29. Ça surprend personne. Ça peut aller jusqu'à moins 30, moins 40, moins 50. C'est une autre planète. Une sorte de Far West. Mais de Far West gelé. Excuse me. Bonjour. Ah, on enlève quand même son gant dans ce froid. Et à partir de quelle température vous n'enlevez plus votre gant pour serrer la main? Oh, je ne sais pas, il n'y a pas de température officielle, mais on commence à bien cacher sa peau vers les moins 30. Et à moins 40, on recouvre tout. C'est une question banale, mais comment ça fait de vivre dans une ville où il fait aussi froid? C'est terrible ou finalement, vous n'avez pas l'air malheureux? Le froid fait ressortir le meilleur de notre caractère. Les gens qui vivent dans le grand froid sont indépendants. Ils coopèrent, ils s'entraident. Et ça nous donne une certaine liberté. Alors que les gens qui vivent dans les villes chaudes, ils sont comme des rats. Ils sont tous entassés, en masse. Mais alors pourquoi? Parce que ça rend plus fort? Quand il fait trop doux, les gens deviennent paresseux. Ils ne font pas ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Le froid vous oblige à être plus fort et à apprendre plus de choses. Oui. Mais donc si on a envie de se la couler douce et de ne rien faire, c'est pas le bon endroit. Eh bien, on peut être paresseux n'importe où. Mais si tu es vraiment paresseux ici, tu vas vite mourir congelé. Excusez-moi. Elle est un peu penchée, non? Ben oui. Comment ça se fait? C'est normal? Ça, c'est des vieux édifices de la rue vers l'or. En fait, ils sont penchés à cause du pergélisol. Le quoi? Le pergélisol. C'est le sol gelé en permanence. Le sol par ici, c'est tout plein de glace. Ouais. Donc, c'est gelé. Mais ce qui arrive, c'est l'été, la couche supérieure fond un petit peu. Ce qui fait que le sol devient un petit peu dynamique. Un peu mou? Un peu mou, c'est ça. Et puis les buildings commencent à se pencher un petit peu. Ça donne un charme à la ville. C'est une des raisons pourquoi on aime ça ici. C'est vrai? Oui, ben oui. J'ai un vrai coup de cœur pour ce Far West gelé. Dawson, c'est la ville de la ruée vers l'or. C'était la terre promise de ces milliers d'aventuriers qui, à la fin du 19e siècle, risquaient leur peau pour tenter de venir faire fortune ici. Et l'atmosphère y est encore. On m'a dit que si je voulais découvrir l'âme de cette ville, il fallait que je fasse un petit tour au Pit, un des seuls bars de Dawson ouvert en hiver. Il a pas l'air très ouvert comme ça, mais c'est toujours pareil, c'est parce que tout le monde ferme les portes et les fenêtres parce qu'il fait froid. Et puis si vous regardez la date là, c'est le plus vieux bar de tout l'état du Yukon ici. C'est culte. Il était déjà là au moment de la ruée vers l'or. C'est comme dans les films. Bonjour. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font, les gens ici? C'est quoi les métiers les plus répandus? Le job le plus courant, c'est mineur. Mining? Mais seulement 6 mois de l'année. Le reste de l'année, je suis ici, cloué sur ma chaise. Je bosserais bien toute l'année si je pouvais, mais on ne peut pas travailler à moins 40 degrés. Et là, en ce moment, c'est gelé. C'est complètement gelé. Et mineur de quoi? Qu'est-ce que vous cherchez comme minerai? De l'or. Ça veut dire qu'on cherche toujours de l'or ici? Et il y en a beaucoup? On peut toujours en trouver. Et tous les jours. Mais c'est plutôt à ce gars-là que tu devrais parler. C'est qui, lui? Il s'appelle Carl. La mine, ça le connaît. Il sent l'or de loin.
Il a le nez fin pour ça. Je te jure. C'est vrai, vous êtes mineur, alors c'est votre boulot? Oui, j'extrais de l'or du sol. C'est mon métier. Et j'aime ça. Ça fait partie de l'histoire de Dawson. J'ai ça en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, vous l'avez en vous? En fait, je suis pratiquement né dans une mine. Mon père est arrivé ici il y a 35 ans. C'est un mode de vie unique. Je n'en changerai pour rien au monde. Et comme les mineurs sont cloués à leur siège pour cause de grand froid, Karl en profite pour me faire découvrir, aux portes de la ville, un lieu qui le touche beaucoup. Un vestige émouvant de la grande époque de la soif de l'or. Qu'est-ce que c'est ça? C'est énorme. C'est une drague. Elle ratissait le sol dans tout le secteur à la recherche de l'or. Maintenant, ce n'est plus qu'un tas de ferraille. On peut juste l'admirer, c'est tout. Ça date de quand, cet engin? La dernière fois qu'elle a fonctionné, c'était en septembre 1966. Depuis, plus personne ne s'en sert. Pendant la ruée vers l'or, il y en avait beaucoup, des dragues comme celle-ci. 14 qui fonctionnaient en même temps. Il y en avait partout. Elles rongeaient le Yukon. Les barges constituaient sans doute la technique la plus mécanisée pour extraire l'or. Mais le gros des milliers de prospecteurs utilisaient des moyens beaucoup plus rudimentaires. Ce sont eux qui ont fait la grandeur de Dawson au début de la ruée vers l'or. La ville compta plus de 30 000 habitants. Aujourd'hui, ils sont à peine 1800. En fait, ce qu'on dit à Dawson, c'est que le moyen le plus rapide pour trouver de l'or, c'est d'aller chez Nugget. Nugget, ça veut dire pépite. Oui, on a de l'or. Je vais vous montrer. Laissez-moi juste poser ça sur la table. Tout ça vient uniquement de la région. On n'a pas besoin d'en acheter ailleurs. Cet or, j'ai jamais vu autant d'or. Vous voyez, certaines pièces sont vraiment superbes, si vous regardez de près. Prenez-la dans la main. Ça, c'est une pépite, comme on peut en trouver dans la rivière. C'est énorme. Vous voyez, il y a un côté plat. Ça montre la pression qu'elle a subie dans le sol. Parce qu'elle a été écrasée dans le sol. La terre a bougé et rebougé. Les glaciers ont poussé les roches. Donc en fait, chaque petite pépite vous raconte une histoire. Oh là là, c'est incroyablement lourd. Et on trouve encore beaucoup d'or dans la région. Oui. Mais comparé à l'époque de la ruée vers l'or, il y en a 20 fois moins maintenant qu'à son apogée. Il est l'or. Vous aimez bien jouer avec. L'or, monseigneur. À Dawson, il fait tellement froid qu'on ne peut pas traîner longtemps dans les rues. Ce n'est pas le paradis du lèche-vitrine. Je me réfugie vite fait dans un bar, et là encore, je ne suis pas au bout de mes surprises. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cette espèce de... C'est quoi, c'est un tronc d'arbre là qui est en statue? Ça ici? Ça c'est un orteil. Ben, c'est un statut d'un orteil humain. Un orteil? Un orteil. Ça fait partie d'une petite tradition ici à l'hôtel. Tu veux en savoir plus? Oui. Ça fait partie d'une boisson.
C'est l'ingrédient spécial. C'est l'ingrédient d'une boisson. C'est ça, c'est ça. L'orteil. L'orteil même, ouais. Hey, Captain, Philippe aimerait bien en savoir un peu plus sur notre petite boisson locale. Ah, eh bien, un capitaine nommé Dick Stevenson a trouvé un orteil il y a environ 40 ans dans une cabane de mineurs. Il l'a trouvé dans une bouteille d'alcool de contrebande sous le plancher. Un soir, il a ramené la bouteille en ville et quelqu'un l'a défié d'en boire avec l'orteil dedans. Et il l'a fait, il l'a bu. Et du coup, tout le monde s'est mis à faire la même chose. Mais c'était quoi cet orteil dans cette bouteille? Pourquoi il y avait un orteil? Selon lui, quelqu'un avait sans doute eu besoin de se faire amputer d'un orteil rapidement. Il l'a mis là et il l'a oublié. And so, ben, vous voulez savoir de plus? Oui, oui. Well, let's show him. OK. Let's show him. On va vous montrer. La fin de l'histoire, c'est ici. Et voilà l'orteil. Ah, c'est dégoûtant. C'est un vrai orteil? Oui, c'est un vrai. Non. C'est l'orteil qui a été retrouvé dans la maison? Non, l'original a été avalé depuis longtemps. En buvant. Et donc celui-là, il est de qui? Je sais pas trop qui nous a donné celui-là. On nous en apporte comme ça de temps en temps. Alors la tradition veut qu'on fasse ça avec du Yukon Jack, notre whisky canadien. Canadian whiskey liqueur. OK, Philippe. Vous êtes prêts? Je sais pas. Buvez rapidement ou lentement, c'est pareil. Vos lèvres doivent impérativement toucher cet orteil. Et bienvenue au club. Mais qu'est-ce que c'est que ce club? Le club de l'orteil confit. Voilà ta carte de membre. C'est ta carte de membre. Ah, ça y est, je suis membre. Bah, merci, thank you. On va remettre l'orteil dans son lit. Et vous êtes quand même un petit peu spéciaux à Dawson, non? Un peu. Les hivers sont longs. Je crois que je commence à comprendre les gens qui viennent ici et qui décident de rester. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'envoûtant dans cette ville. Elle vous projette immédiatement dans un autre monde. Elle vous projette très très loin dans le nord, très très bas dans les températures. Le passé est ici tout autour, mélangé au présent, et puis c'est un spectacle, regardez. La nature vous offre des cadeaux incroyables, même si elle est parfois très très dure. Tout y est. Il ne manque que les bisons. Un troupeau de bisons qui passerait par là. Il y en avait beaucoup autrefois. Ils ont disparu. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils reviennent. Et ici, dans le secteur, c'est un gros sujet de conversation. Dans l'arrière-pays yukonnais, il est au centre de tous les intérêts. On ne parle que de lui. Charles, Lucie et Chris sont amoureux des grands espaces. D'habitude, ils chassent l'orignal et le caribou. Mais aujourd'hui, ils pistent le bison. Depuis son retour dans le Yukon, observer ses comportements est devenu une vraie passion. Mais l'exercice est compliqué. Les bisons parcourent une 50aine de kilomètres par jour et le territoire du Yukon est grand comme l'Espagne. Ici, c'est les genres de places pour voir du bison. On est très loin, on a une très grande vue. Puis les montagnes, ils facent au sud, ça veut dire qu'ils sont toutes déneigées. Puis pour eux autres, ils aiment ça parce qu'ils ont chaud. Puis c'est facile d'aller manger l'herbe. C'est tout ce que vous voyez, les bisons sont partout là-dedans, il faut les trouver. Les biologistes ont réintroduit les bisons près d'une rivière isolée, dans une vallée. Un environnement idéal pour leur développement. Mais les bisons n'en ont fait qu'à leur tête. Ils ont quitté la rivière, direction les montagnes en altitude. Ils sont allés s'installer juste à l'endroit où l'on a retrouvé des ossements de leurs ancêtres.
daté de plus de 10 000 ans. Alors, pour être sûr de voir des bisons, il faut venir ici, près de la ville de Whitehorse, où un troupeau est gardé en captivité. Dans ce parc, ils sont devenus un sujet d'étude passionnant pour les scientifiques. Le docteur Maria Alloc est leur vétérinaire. Ils restent tout le temps ensemble dans un même troupeau, un même groupe ou une même famille. En automne, c'est la saison des naissances. Toute la famille est là pour l'accouchement. Pas seulement la mère et le petit, mais toute la famille. C'est assez incroyable à voir. Ils construisent des relations proches entre frères et sœurs, mais aussi entre cousins. Quand on doit en soigner un, si le groupe est aux alentours, il faut faire avec tous les autres aussi. En fait, ce sont des animaux qui ont des relations les uns envers les autres très proches du comportement humain. 1, 2, 3, 4. J'en vois comme 4, moi. Ah, il y en a 4, 5. Mais ils sont à 2 jours de... une grosse journée de skidoo. Les bisons se sont bien adaptés au Yukon, si bien que pour réguler leur nombre, le gouvernement octroie à la population la possibilité de le chasser pendant 3 mois, l'hiver. Le quota est de 3 bisons par personne. La traque peut durer des semaines. Ils font des centaines de kilomètres, des journées entières, à scruter les sous-bois. Je ne peux pas déterminer combien de jours, mais je dirais à peu près 3 à 4 jours vieux, à cause que il fait chaud à tous les jours, puis les traces sont vieilles. Mais c'est comme juste un bison ici qui a passé ici, puis qui est monté par là. C'était vraiment ça que je pensais. Ça va être plus vite que le micro-ondes. Ouais. Cette chasse est un défi, mais l'enjeu est à la hauteur. Un bison peut peser jusqu'à 1 tonne. Ils en ont tué un l'an dernier et leur congélateur est rempli pour 3 ans. Charles et Lucie consomment en grande partie le produit de leur chasse. Le surplus, ils le donnent aux hospices de la région, une tradition chez les chasseurs du Yukon. Je prends la nature et je donne, et la nature me récompense généralement assez bien. Généreusement. Puis généreusement et généralement. Ouais. Whitehorse, capitale du Yukon. Célèbre pour ses mines de cuivre, d'or et d'argent et pour son commerce de fourrure. Ici, le retour des bisons fait aussi des heureux. Pour Red Kimley, la réintroduction du bison est une véritable aubaine. Son nom ici, c'est Buffalo. Pas Buffalo. Buffalo. Bison. En hiver, les poils sont longs, magnifiques. Et il y a une partie noire là au milieu du dos. Le toucher, la couleur, les nuances. C'est magnifique. Magnifique. Le prix d'une peau de bison, c'est environ 1 000 €. La liste d'attente des acheteurs est tellement longue que Red sait qu'il n'arrivera pas à tous les combler. Cet engouement pour la peau de bison, il n'en revient pas. Je tanne beaucoup de ces peaux pour les chasseurs. Ils en mettent dans leur maison, même dans leur tente quand ils vont camper. Sur leur lit, par terre, sur leur canapé, partout de la peau de bison. Un troupeau, c'est parfois 180 têtes. En se déplaçant et en piétinant la terre, ils laissent derrière eux un champ de bataille et saccagent les habitats des autres espèces. Résultat, la population de caribous et de mouflons a chuté. Tout cela, les scientifiques ne l'avaient pas prévu. En quelques années, les bisons ont déstabilisé tout l'écosystème de la région. Pete Taylor est taxidermiste et guide de haute montagne. Pour lui, le retour des bisons a d'autres conséquences négatives générées par l'homme.
Car pour le trouver, les chasseurs sont prêts à tout et parcourent des zones reculées où ils n'allaient jamais. Avec leur motoneige, ils ouvrent la voie à des prédateurs inhabituels. Je vois des loups là-bas chaque jour. Pas seulement des empreintes, mais des loups qui courent sur des traces de motoneige. Quand vous faites des traces, 2 jours plus tard, les loups les empruntent et ils vont dans des endroits où ils n'iraient jamais d'ordinaire. Ces traces leur donnent accès à l'arrière-pays, en dépensant peu d'énergie. Maintenant, on trouve de plus en plus de carcasses, et bien sûr, de plus en plus d'empreintes de loups. C'est un cercle vicieux. Tu veux, Chris, là, les loups, ils viennent juste de passer. Il y a 2 loups. C'est 2, hein? Je pensais aussi. C'est 2 loups. Puis comment que je sais qu'il y en a un plus gros que l'autre? Il y a comme un petit loup, il y a un gros loup, à cause qu'il y a les 2 griffes en avant. Les loups, eux aussi, ont découvert avec intérêt cette nouvelle espèce. Ils sont plus de 5000 et les bisons environ 4000. Les biologistes pensent que les loups pourraient jouer un rôle positif, même essentiel, en réglant le problème de surpopulation des bisons. D'après leurs estimations, il faudra ensuite une bonne vingtaine d'années pour qu'un équilibre soit à nouveau trouvé. Mais d'ici là, les bisons en décideront peut-être autrement. L'un des engins, moi, que je préfère, c'est celui-là. On n'a pas souvent l'occasion de le prendre. C'est l'avion à ski pour aller ravitailler des maisons, des hôtels, des bourgades isolées. C'est l'engin idéal. Et le pilote idéal de cet engin idéal, c'est Gerd. Vous avez un beau métier, hein. C'est quand même, vous avez un beau bureau. Oh oui, un très beau bureau. C'est un avion à ski. Ça passe partout, ça? Ben, quasiment partout. Il faut juste être sûr de pouvoir atterrir dans des bonnes conditions. Au printemps, on peut même atterrir sur les glaciers. Mais la plupart du temps, on atterrit sur des lacs gelés. Vous travaillez pour qui? Vous ravitaillez qui? On va où, là, par exemple? Aujourd'hui, on va chez Daniel. Il attend sa livraison. C'est qui, Daniel? Daniel, il vit tout seul près d'un lac. En hiver, on ne peut y aller qu'en avion. En été, c'est par bateau. Il est suisse. Quand il est venu au Canada, il en est tombé amoureux. Il vit dans la nature sauvage complètement seul, avec ses chiens toute l'année. Il y a des gens un peu fous quand même dans cette région. Oui, et beaucoup de ces fous viennent d'Europe. C'est très très beau. On va atterrir sur ce lac? Oui, juste devant nous là-bas. C'est là qu'il habite. Comment vous savez si on peut atterrir sur ce lac, si la glace est assez solide? Daniel m'a écrit par mail que c'était bon. En fait, il fore la glace pour voir si la couche est assez épaisse. Donc là, si Daniel s'est trompé dans ses mesures, on coule. Exactement. Oh, très bien. Les trous qu'on voit là, c'est de l'eau qui déborde. Vous les voyez? Ah oui. C'est dangereux. L'eau remonte et on reste bloqué. Donc on va aller faire un petit vol de reconnaissance. C'est comme quand on prend un bain. On trempe les orteils dans l'eau pour voir si c'est trop chaud ou trop froid. Alors, d'abord je sors les skis et on va effleurer la glace. Ok, les skis sont sortis, verrouillés. On va voir comment ça réagit. Et là, vous... C'est bon? Oui, c'est bon.
C'est Daniel en bas là? Oui, c'est lui. Je suis impatient de le voir. Excellent. All right. Voilà. Bon pilote. Good pilot. Super pilote. Voilà Daniel. Hello, Danny. Hi, Jeff. Hi, I'm Philippe. Philippe. How are you? Comment ça va? Bien, bien. Et dis donc, il prend des risques pour vous. Est-ce que vous pourriez pas habiter dans un endroit un petit peu plus pratique? Je pourrais, bien sûr, mais ma situation est un peu compliquée. Je suis considéré légalement comme aveugle, donc je ne me sens plus trop à l'aise au milieu des gens. Really? Je vois quand même, avec mon meilleur œil, je vois encore 20%. C'est pas beaucoup. Et j'aime pas trop la foule. S'il y a trop de gens qui bougent autour de moi, je vois pas qui est qui. Mais ici, avec les chiens, les jumelles et les gens que je connais et qui me connaissent, je me sens très bien. Vous voulez pas qu'on décharge les courses? Ah oui, c'est vers la livraison. La nourriture pour chiens, c'est pour la prochaine fois. T'as mes cigarettes? Elles doivent être dans le lot. Ah ok. Tout est là-dedans. On peut aller chez vous? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Et voilà votre maison. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre carton? Groceries. Quelques courses. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bah dis donc. Ah oui, c'est des chips. Bon, alors, il y a des chips, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il n'y a pas ces cigarettes, j'ai intérêt à déguerpir. J'espère bien qu'elles y sont. Vous avez oublié ces cigarettes? Oui. C'est vraiment la cata? Bon, je scalpe qui en premier? Depuis combien de temps vous vivez là? Eh ben, environ 23 ans. Mais l'énergie, alors vous la puisez où? C'est un générateur. Générateur et batterie. Et votre eau? Le lac. Ah bah oui. Il y a un ruisseau. Je pourrais avoir l'eau courante. Je l'avais à une époque. Mais je préfère marcher jusqu'au lac, une fois par jour. Je prends 2 seaux, ça me suffit. C'est pas si compliqué. Et vous aimeriez pas des fois un petit peu de petite compagnie? Oh, évidemment. Parfois, ça serait très sympa. Mais j'aimerais plus vivre avec quelqu'un toute l'année. Toutes ces dernières années, j'ai appris à vivre tout seul. J'ai fait la paix avec moi-même. Et je pense que c'est vraiment important, ça. Et jamais vous vous dites, oh là, je m'ennuie. Oh, bien sûr, je m'ennuie. Ces derniers 3 mois, il n'y avait que 6 ou 7 heures de lumière par jour. C'est extrêmement ennuyeux. Mais il y a un mauvais côté à tout. Rien n'est parfait. C'était super de vous rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Et votre maison, elle donne envie. On a envie de venir passer des petites vacances loin de tout. Si vous avez vraiment besoin de paix un jour, c'est une bonne idée. Mais je suis pas sûr que vous ayez envie que je sois là avec vous. Ça dépend. Mais vous avez le droit de dire non. C'est une belle rencontre. Il est très touchant. Oui, vraiment.
Quand les gens vivent seuls au milieu de la nature sauvage, ils apprennent à mieux se connaître. Vous voulez dire que la leçon de tout ça, c'est qu'il faut trouver sa place, quelle qu'elle soit. C'est ça. Il faut trouver le bon endroit. Le bon endroit pour toi. Où tu peux être heureux, où tu peux te construire. Alors tu deviens une personne bien, qui contribue à rendre le lieu encore plus beau. Alors là, tout est gelé. Et ça vous arrive d'apercevoir un peu de vie de temps en temps? Oui, on voit beaucoup d'animaux. Les gens viennent souvent ici pour les ours. Mais en ce moment, c'est l'hiver. Ils hibernent. Et ils sont complètement endormis, là? Oui, ils sont tous en train de dormir. Et au printemps, la température grimpe, le soleil réchauffe le sol, ils se réveillent et ils sortent de leur tanière. Alors justement, on a des images absolument délicieuses, adorables d'une maman ours juste à la sortie de la tanière, quand il fait encore froid, mais qu'elle vient de se réveiller avec ses petits. Et ça, c'est un petit peu le cadeau pour terminer, pour quitter ce pays merveilleux, notre petit bonus. Voilà, c'est tout mignon, ça valait le coup. C'est la fin de ce voyage dans le grand froid, avec des gens chaleureux. À très très vite sur d'autres routes. I'm long gone to the Yukon, boys, 'cause the Yukon's calling for me. Well, brother, I just got your note this morning. You tell me that you found a little gold, and before another day is dawning, on that long northern train I'm gonna roll. 'Cause I'm long gone to the Yukon, those northern lights I wanna see. I'm long